BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, nous sommes de retour pour notre deuxième partie de quoi je me mêle, toute l'actu tech. Avec donc pour cette semaine JB de The E-Collection qui est avec nous. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube bien sûr. Et puis Gonzague d'Ambricourt. Messieurs. Entrepreneur, blogueur, passionné par les nouvelles technologies. Et on commente l'actu de cette semaine, les amis. Avec donc une première partie sur Google I.O. On a essayé d'être le plus exhaustif possible sur cette conférence qui a duré 2 heures avec beaucoup de choses. Mais dans l'actualité, il y a autre chose cette semaine. Et notamment Huawei qui a annoncé en fait ses nouveaux smartphones dans un contexte très compliqué parce que le P60 Pro qui est annoncé là sort alors que c'est un téléphone qui est toujours interdit de Google. Et donc c'est très compliqué pour Huawei de surnager et d'arriver à s'imposer avec ce téléphone qui pourtant ne démérite pas en plus. Oui. C'est ça le paradoxe. Interdit de Google et de 5G, parce qu'il n'y a toujours pas de 5G chez Toujours Huawei. pas de 5G sur le P60, vous vous rendez compte ? Alors que c'est un smartphone vendu quand même à plus de 1000 €, mais qui est très très bien spéqué, qui a un magnifique écran, un triptyque photo magnifique. Huawei y croit toujours, pense vraiment que d'ici quelques mois, la 5G va bel et bien arriver sur leur smartphone. Pour Google, c'est un peu moins sûr, mais bon, on ne sait jamais. Mais ils ne déméritent pas, et en effet, ils sortent, et ils ont annoncé là, il y a quelques jours ces smartphones, y compris un smartphone pliant, et après toute la gamme des P60, dont uniquement le P60 Pro, pour lui, sortira en France. Donc le P60 Pro sortira en France ? Oui. C'est fou ça quand même. C'est étonnant, hein, parce que moi, ce qui me tue, c'est la résilience de Huawei qui se dit, on lâche pas le bout, c'est très compliqué. Vous vous rendez compte, un smartphone sans les services Google et sans le Play Store, c'est quand même compliqué. Alors moi, je peux parler que de mon cercle d'amis, mais effectivement, les gens qui utilisent des smartphones Android, c'est pour bénéficier des services Google. Donc, je les imagine mal prendre un téléphone qui ne l'est pas. Alors, c'est dommage parce que c'est vraiment des photophones premium assez qualitatifs et ils sont victimes de cet embargo imposé par les États-Unis. J'arrive pas à savoir la boule de Madame Irma pour dire quel est le futur pour... Même la cible, parce qu'il n'y a pas de WhatsApp, par exemple, sur des smartphones de chez Huawei, parce que WhatsApp, c'est uniquement via Google, on ne peut pas l'avoir t'as via plein de services qui l'application marchent pas, App Gallery, qui est le store de Oui, Huawei. ou alors tu peux l'installer, mais il faut que tu passes par des sites, Des APK, c'est très etc. compliqué. Et puis tu prends des risques de télécharger des trucs avec des virus. Exactement. En fait, toutes les applis qui dépendent du cœur de service Google, qui assure des fonctions de sécurité, de mise à jour, etc., ne marchent pas. Ou alors au coup de grosses galères. Donc effectivement, c'est pas une expérience que pour monsieur et madame tout le monde, c'est une expérience potentiellement dangereuse. Et déjà, il y a du danger avec les applis qui sont dans le Play Store. Donc imagine quand tu vas les chercher ailleurs. C'est le risque de se faire siphonner ses données, son forfait. Tu sais pas ce qui arrive à tes données. Ouais, c'est étonnant que Huawei investisse encore dans ce type de smartphone, surtout en Occident, parce que on peut imaginer qu'en Chine, avec ils sont moins dépendants de Google, ça aurait du sens. On vous le déconseille, bien sûr, d'acheter un Huawei, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous allez regretter votre choix, ne serait-ce que parce que, justement, il n'y a pas ces services Google. Alors, il n'y a pas la 5G, c'est pas encore vital, mais voilà, enfin, sans les services Google, c'est compliqué. Le paradoxe, c'est qu'en termes de photos, c'est le meilleur smartphone du moment pour des XO. Exactement, il a même dépassé le Honor Magic 5 Pro, qui était noté numéro 1. Maintenant, c'est lui le nouveau numéro 1 en photo, d'après DxOMark. Je n'ai pas encore testé ce smartphone, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça peut vraiment donner en vrai, mais voilà, noté numéro 1 pour un smartphone qui n'a pas les services de Google, qui n'a pas la 5G et qui sort en France. Mais voilà, c'est dommage parce que quand on remonte en 2018-2019 où Huawei était vraiment au grand haut des ventes et chez les clients, on se dit qu'en 4-5 ans, tout a bouleversé, tout a changé. Laminé, incroyable. Voilà pour Huawei. Un mot aussi sur l'arrivée de Final Cut et de Final Cut Pro sur iPad. Grande surprise. Voilà, toi qui es un gros utilisateur des produits Apple, et j'imagine que Final Cut Pro, tu t'en sers souvent sur ton Mac. Le fait que ça arrive sur iPad, c'est quand même assez surprenant. Ouais. Au-delà de cette annonce, est-ce que tu trouves ça pertinent ? Est-ce que tu as pu tester ? Je n'ai pas encore testé, mais je trouve ça hyper pertinent parce que depuis le passage des iPads sur les puces M1 et M2 qui sont nécessaires pour avoir Final Cut sur iPad. Donc il faut de la puissance quand même. Il faut de la puissance. L'iPad avait vraiment peu d'intérêt avec autant de puissance. Là, d'avoir des applications qui sont ultra pro, on parle de Final Cut, mais aussi de Logic Pro, qui est pour la partie musique,
eh bien l'iPad reprend un peu d'intérêt avec des applications qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent justement faire des échanges avec le Mac. On peut commencer son projet sur son iPad, le continuer sur son Mac. Donc ça, c'est quand même vachement pratique et Ouais. surtout que ça va apporter beaucoup d'interfaces tactiles qui est un peu le fer de lance de l'iPad où on va pouvoir monter au bout des doigts, on va pouvoir avoir des règles. Et pareil pour la composition musicale, on peut avoir tous les instruments par-dessus, ce que l'on n'a pas sur un Mac par exemple, puisque c'est au clavier ou alors justement avec un clavier externe en MIDI. Donc ça apporte beaucoup de plus, sauf que c'est une grande nouvelle chez Apple, c'est que c'est un abonnement. Première fois qu'Apple fait ça pour un logiciel, il faut s'abonner par mois, 4,99 € pour pouvoir en bénéficier à partir du 23 mai. Donc quand on sait que sur Mac, Logic Pro et Final Cut, on l'achète une fois et c'est fini, et bien là ils font un peu le pari comme pour Adobe, pour Premiere et autres, où on s'abonne tous les mois pour avoir son application, sinon on l'a plus. Voilà, et tu t'abonnes en plus par l'App Store, j'imagine. Donc, Évidemment. évidemment. Alors bon, peut-être qu'ils ont négocié un pourcentage un peu particulier avec Adobe, Apple, mais on peut imaginer que effectivement, à chaque fois, quand on passe à la caisse, Apple prend un petit pourcentage, non ? Bien sûr, je crois que c'est 30% pour les applications. Oui. Alors, Oui, c'est 30%, mais je ne sais pas si c'est 30% pour les abonnements. Je crois qu'il y a une c'est période peut-être, où c'est ouais. 30% et après ça baisse. Ouais. Il y avait eu le cas Spotify, justement, qui avait été très, très médiatisé à l'époque. Parce que c'est vrai que Spotify en avait marre de se faire ponctionner 30% sur des abonnements. Alors, je crois que la première année, c'est 30, et puis après, c'est Et après, dégressif. ça baisse. Euh, Restez abonné. Non, mais Final Cut, donc c'est fou parce que c'était genre 350 € sur l'achat pour l'avoir sur macOS. Et là, effectivement, à 5 € par mois. Finalement, c'est pas très cher. non, Ça c'est pas très dépend, cher. dans le temps, ça peut vite revenir cher, mais tu bénéficies aussi Oui, des mises à jour et toutes des les mises à updates. jour. Dans le passé, il fallait, quand il y avait une mise à jour majeure, vraiment Ouais, très grosse t'étais obligé de Final Cut, racheter il fallait le truc, racheter quoi. le logiciel. Et Logic, c'était pareil. Donc, Mais là, par contre, c'est une bonne version, mais le terme pro est un peu trop élevé parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas sur la version iPad qui Ah, existent sur Mac. d'accord. On ne peut pas encore importer de LUT, par exemple, dans Final Cut sur iPad. On ne peut pas importer de texte tiers, de téléchargement. On ne peut pas importer de données différentes. Si on veut, par exemple, travailler sur un disque dur externe ou un SSD, il faut importer obligatoirement les fichiers dans l'iPad pour pouvoir travailler dessus. On ne peut pas importer un montage vidéo d'un Mac sur iPad. C'est que le iPad vers Mac, c'est pas Mac vers iPad. Donc en fait, il faut obligatoirement commencer sur l'iPad. Donc il y a quand même quelques petites choses à revoir ou à améliorer dans le futur. C'est un bon début. C'est plus un iMovie++. J'ai envie de dire que pour le moment, un Final Cut Pro, comme c'est le cas sur le Mac. C'est intéressant parce que justement, tu dis un iMovie++. Est-ce que c'est pertinent de sortir ce logiciel sur Mac si tu as iMovie qui est gratuit? Tu vois? Est-ce que Sur iPad, non? Enfin, Non, tu sur voulais dire, iPad, ouais, sur pardon, iPad. excuse-moi. ouais, c'est vrai qu'à mon avis, moi je trouve que. Parce que quand tu es pro vraiment, tu veux toutes les fonctionnalités de Final Cut. Ouais, ça dépend. Sur iPad, tu te retrouves avec une version light. À la limite, tu prends iMovie, tu arriveras à faire ce que tu veux, non? Plus Très ou très moins. light iMovie. J'aurais tendance à dire que ça peut être un logiciel qui a plusieurs niveaux, des façons de l'aborder. Donc, par exemple, moi qui l'utilise de façon très très ponctuelle, je suis un peu nul, mais quelqu'un qui a besoin, il va avoir le clavier dédié, plusieurs écrans, enfin, des périphériques et des façons de travailler, un workflow professionnel. Mais c'est vrai que sur iPad, ça m'échappe un peu la pertinence, parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être un peu le truc vieille école, que souris-clavier pour faire le montage, c'est quand même assez ouf. Alors sûr. que quand tu touches, pour être précis, le montage, si tu fais un truc quali, il faut être précis. Il faut couper à la seconde Oui, ou précise même où il y à a la le demi-seconde son. parfois. Enfin, Oui, quand je dis à la seconde, c'est à la mi-seconde. Et donc, est-ce que l'iPad apportera quelque chose là-dessus? Après, tu as Pas vu, sûr. tu peux, as le stylet. C'est compatible avec le stylet. C'est un gros avantage de l'iPad, justement, c'est d'avoir Peut-être que ça rajoute un peu l'ergonomie de la l'Apple souris. Pencil et de pouvoir, par exemple, pour la première fois, écrire manuscritement sur l'écran et qu'ensuite ce soit retranscrit en direct, entre guillemets, Ouais, dans sur ta la vidéo, vidéo. sur la façon dont on a écrit. Donc c'est un petit plus que l'iPad propose que le Mac ne propose pas. Donc il y a 2-3 fonctions sur iPad qui existent qui ne sont pas sur Mac. Et par contre, il y a beaucoup plus de fonctions qui sont sur Mac qui n'existent pas sur l'iPad. Toi qui montes beaucoup, est-ce que tu vas t'amuser à faire des vidéos sur iPad pour voir ce que ça donne? Je vais tester pendant plusieurs jours, plusieurs vidéos uniquement sur iPad. Mais comme il manque plein de Tu vas plugins, être frustré. de LUT, je je ne pense. pourrais pas tout terminer. Donc Ouais. je vais commencer sur iPad et je vais terminer sur Mac. Ce serait limite intéressant d'avoir une version de la vidéo qui a été entièrement faite sur iPad en disant, regardez, Voilà. tout ça, j'ai pas pu le faire, ce que je fais d'habitude et que vous voyez dans mes vidéos, là, je peux pas le faire parce que. Il manque la les différence, c'est fonctionnalités. ça. C'est vrai que ça pourrait être bien sûr. intéressant que tu fasses C'est deux très vidéos, intéressant, deux ouais. montages similaires.
sur Mac et sur iPad pour qu'on se rende compte vraiment de la différence. Tiens, Je vais le On faire. lui Rajoute les- on lui les rajoute doigts. du boulot, le pauvre. Le pauvre. Il va nous détester. Allez, arrête. Coupez ce passage, s'il vous plaît. C'est pas une bonne idée. Dans l'actu, il y a aussi deux autres sujets qui sont passionnants qu'on va aborder. Zelda, on se le garde pour la fin. C'est Alexa. Alexa, donc, on va dire l'assistant vocal d'Amazon, qui semblait être un peu menacé parce qu'on avait vu que lors de ces immenses vagues de licenciements chez Amazon qui ont été annoncées fin d'année dernière, voilà, on avait cru comprendre que, étant donné qu'Amazon ne gagnait pas beaucoup d'argent et en perdait beaucoup avec Alexa, ils allaient mettre un petit peu en pause ce système-là. Ouais, alors Cela dit, c'est compliqué aussi parce c'est que étrange. Bon, déjà, tous les géants de la tech quasiment licencient. Hein. Il y a LinkedIn qui vient d'annoncer encore 700 personnes qui partent. On en avait parlé les fois précédentes, Facebook & Co. ouais. C'est Oui, les grands départs. C'est l'hécatombe. Alexa, c'est quand même la plateforme la plus répandue dans le monde. Et alors, aux États-Unis, c'est juste complètement dingue les parts de marché qu'ils ont. Donc, ils ont été assez forts. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative à tous ces moteurs. Mais on peut dire que Siri est bien pire sur la façon dont on interagit Et avec même Google eux. Home n'est pas terrible. Ouais, Enfin, ouais, ils non, sont mais tous, on a l'impression, enfin, quand on les compare à ChatGPT, j'imagine que tu Ouais. voulais venir là-dessus, on a l'impression de parler à un enfant d'1 an et ChatGPT, c'est un ado, quoi. c'est là, dans le ça n'a rien à voir, niveau ouais. de suivi de la conversation et de compréhension de ce que tu as dit, que c'est effectivement assez dingue. Et c'est ce que Amazon veut apporter à Alexa. Donc, c'est le côté génératif. Et c'est dans l'interaction, recommande-moi une série comme Emily in Paris, mais moins romantique. Recommande-moi une série comme Emily in Paris, mais qui ne se passe pas à Paris. Tu vas pouvoir faire des choses comme ça. Et comme on a une meilleure compréhension du texte et une meilleure capacité à répondre, l'interaction avec l'utilisateur sera meilleure. Est-ce que ça va permettre à Amazon de gagner de l'argent sur ça? Je ne sais pas. Ils essayent beaucoup de choses. Ils explorent aussi l'assistant vocal dans les entreprises. Par exemple, dans les salles de réunion, il y a des périphériques qui sont compatibles Alexa. Donc, tu peux dire « démarre ma réunion ». Machin. Dans les hôtels, commande-moi un truc. Ils avaient passé un accord avec Disney aussi, j'avais vu. C'est possible, Ouais. je sais pas. Mais donc, je pense qu'ils se cherchent encore un peu là-dessus. Évidemment, l'IA, c'est déjà de l'IA, hein, mais donc l'utilisation des large language models, j'arrive plus à parler, est favorable à l'amélioration de ce type de produit. Il faudra le voir en marche pour savoir si ça a un vrai intérêt. Moi, je continue à utiliser les assistants vocaux pour des trucs très basiques à la maison. Éteins les lumières, mets la musique, machin. Mais je pense que tout le monde fait comme ça, hein. Ouais. Clairement. Aujourd'hui, on utilise un assistant vocal pas pour des recherches de. Oui, c'est plus une télécommande finalement qu'un Vocal. un outil conversationnel. Mais parce qu'on sait que ça peut pas aller beaucoup plus loin. Mais si demain tu peux avoir une petite discussion avec ton assistant vocal, je sais pas moi, tiens, raconte-moi un peu, je sais pas moi, pour si on a des gamins, tiens, crée-moi une petite histoire pour qu'ils s'endorment avec. Oui. Un petit sorcier et Ouais, puis là, une tu peux fée, faire, enfin, tu vois, là, tu peux lui faire générer une histoire avec des choses que, mettons, si tu es chez Google ou chez Apple, avec des choses qu'on connaît sur toi. Avec, Ouais. si on connaît le nom de papa, de maman, des frères et sœurs et des machins, le nom du chien, on peut faire Là, une les idées histoire sont- dynamique. ouais, les Mais, idées sont limitées là. Mais ouais, mais il y a plein de trucs à faire, c'est sûr. Mais dans l'utilisation de l'assistant vocal lui-même, je suis curieux. Je ne dis pas que ça conviendra pas à avoir de longues discussions avec Alexa. Pour l'instant, je suis un peu mitigé. Mais Alexa reste pour moi le meilleur des trois. Oui. Google, Amazon, enfin Alexa et Apple. Alexa est vraiment le meilleur. C'est celui qui s'en sort le mieux. Ouais. Qui a des intonations différentes, Ouais. qui va raconter des blagues différentes. Même si on lui dit, j'avais testé il n'y a pas longtemps, si on pose une question en chuchotant, il va répondre en chuchotant. C'est assez fou, alors que Google et Apple le font pas du tout. Et Apple, vraiment, même si ça ont été les premiers à se lancer, aujourd'hui, ils sont derniers, plus que derniers dans l'IA. C'est étonnant parce que Siri est vraiment à la traîne, quoi. Et ça ressemble pas à Apple, cette histoire-là. On peut se dire. Peut-être qu'ils vont en parler dans 2 semaines lors de la WWDC. Là, je suis curieux. Et c'est vrai que c'est pas Apple de laisser un aussi gros Gap. Ouais. gap entre la concurrence et eux, sachant que c'est eux qui ont initié un peu l'assistant vocal avec Siri en 2011. Ah, c'est vrai qu'on leur. Dans les reproches qui sont faits à Apple, c'est parfois de rattraper ce que font les autres. Et parfois, ils innovent aussi. Ils sont les premiers à lancer certaines choses. Et là, sur Siri, ils n'ont clairement pas rattrapé ce retard. Donc, Il paraît que c'est dû aussi à des luttes intestines. Je ne sais pas si vous aviez lu ça.
il paraît qu'il y a des comment dirais-je, de vraies différences de point de vue au sein même de la direction d'Apple concernant Siri. Il y a l'air d'avoir déjà cette énorme différence de point de vue sur quand est-ce qu'il faut sortir le masque de réalité virtuelle. Je pense Peut-être que sur Siri, ils ont le alors même après, sujet. évidemment, on fabule, hein, parce que c'est que des on-dit et des rumeurs, mais c'est vrai que ça ne doit pas faciliter les choses pour avancer dans une seule et même direction quand vous avez voilà, des membres du COMEX qui pensent un truc et puis l'autre qui disent oh non, attendez, c'est pas prioritaire, etc., etc. Et on se retrouve avec un Siri, moi l'assistant de dictée de Siri marche bien, mais bon, souvent il y a des conneries, quoi. Et on se dit, et j'ai un pote qui a Google Android et parfois je teste des Android, ça marche ça marche vachement mieux. Et en fait, si tu utilises les modèles génératifs, donc c'est quelque chose qui sait écrire du texte et comprendre le sens d'une phrase sur la base de tout ce qui se passe autour, hein, c'est comme ça que ça marche. Tu peux aussi, il pourra servir à corriger la bêtise qu'il a initialement bien compris, sûr, parce qu'il va comprendre le sens. Attends, là ça fait pas sens. Ouais, ça veut pas dire. Donc je corrige. Alors qu'effectivement, pour l'instant, tu peux lui faire écrire une phrase qui ne veut rien dire. Qui n'a aucun sens. Et c'est un peu frustrant parce que du coup, tu dois recliquer. Ouais, et puis quand tu appuies sur envoi et que tu as oublié de corriger, que tu envoies des trucs qui veulent rien dire. Ça bousille un peu l'expérience. Et surtout que parfois il comprend juste pas ce qu'on lui dit, des choses basiques d'allumer ou éteindre les lumières, il va pas comprendre. Alors que pourtant, c'est on ne peut plus simple, et c'est, je pense, 90% des cas chez les personnes qui ont ça chez eux, c'est d'allumer ou d'éteindre des lumières ou de mettre un minuteur. On ne demande pas grand-chose de plus aujourd'hui à un assistant vocal qu'on peut avoir avec Alexa, Google ou Siri. Donc je pense que si demain l'intelligence artificielle via ChatGPT ou je ne sais quoi s'intègre à l'intérieur, les gens vont créer d'autres choses et ça peut être intéressant. Qui sera le premier à l'intégrer ? On verra ça. Ça va être très intéressant. Tiens, projetons-nous à la prochaine WWDC. Ce sera le 5 juin prochain. Ce sera à suivre, bien sûr, sur la chaîne Tech & Co, avec le live. Et puis, on en parlera le soir dans Tech & Co. Qu'est-ce que tu en penses, JB ? Tu vas sans doute aller là-bas. Comme chaque année, on va voir, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais tu vas sans doute aller là-bas. Qu'est-ce qu'on attend de cette WWDC ? Une très très grosse WWDC qui est la conférence des développeurs d'Apple, sûrement peut-être la plus grosse jamais faite par Apple, d'après les rumeurs encore une fois. Ouais. Tous les logiciels qu'on connaît depuis belle lurette, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, mais peut-être des produits, un MacBook Air 15 pouces qui sortirait enfin, qui est attendu depuis des années, mais surtout un masque de réalité virtuelle qui ferait ses premiers pas le 5 juin prochain. Encore une fois, c'est une arlésienne, on en parle depuis des années, comme l'Apple Car, comme la télé Apple, on en entend parler, on l'a jamais vu, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut apporter de plus à l'utilisateur au quotidien. Affaire à suivre, en tout cas, c'est ce qui s'annoncerait pour le 5 juin prochain. Voilà, beaucoup d'attentes concernant cette keynote. Ouais, très curieux. J'espère qu'Apple ne va pas nous décevoir. On leur met la pression. Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes. La dernière actu, elle est alors là bouillante, puisque c'est ce week-end que sort le nouveau Zelda. Un jeu hyper attendu, bien sûr. Zelda, c'est un peu le Graal en matière de jeux vidéo. C'est l'une des marques les plus fortes chez Nintendo. Avec Mario Kart, c'est le jeu le plus connu, effectivement, chez Nintendo. C'est plus de 125 millions de jeux vendus. Alors, depuis 1986. C'est un jeu qui existe depuis longtemps. Sur la Nintendo NES. Voilà. Et sur la Switch maintenant. Chez Nintendo, ils espèrent quand même que ça va faire remonter le niveau des ventes de la Switch. Alors, si vous connaissez pas la Switch, qui est quand même impossible, mais c'est quand même cette console super maligne qui peut servir à la fois à la maison branchée à une télé et en mobilité, très smart, sur lequel sortent encore des titres vraiment sympas. Zelda, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu ouvert, donc on peut le faire dans le sens qu'on veut. Il n'y a pas un parcours tout tracé d'obtention d'une première mission qui donne lieu à une deuxième, on peut le faire comme on veut. Donc il y a des gens qui s'amusent d'ailleurs à faire des speedruns, c'est-à-dire de finir le jeu le plus vite possible. Ce sont des gens impressionnants, pour ne pas dire des fous. Et puis après, il y a toujours plein de petites énigmes. Voilà, c'est un jeu très poétique. De réflexion, et puis d'action. Oui, c'est un jeu aussi. qui fait, effectivement, c'est vrai qu'il y a une partie combat, et il y a aussi une partie avec ce qui s'appelle les shrines, qui sont des endroits où tu dois résoudre des énigmes basées sur le mouvement de pièces, etc. Ça fait travailler le cerveau, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire sur les jeux vidéo qui rendraient bête. Je ne pense pas que ce soit le cas, celui-là. Ça, c'est en train de changer, ça. Espérons-le. Ça change. Donc celui-là, il prend la suite de Breath of the Wild, il s'appelle Tears of Kingdom. The Kingdom, il est censé sortir ce vendredi, donc ça va occuper les gens ce week-end. Et la nouveauté majeure, alors parce qu'évidemment il y a plein de choses nouvelles dans le jeu, mais c'est que c'est un jeu qui est sans temps de chargement. Donc a priori, là, quand tu passes d'un univers à l'autre, quand tu te téléportes, parce que dans ce jeu, qui est très réaliste, tu peux te téléporter d'un endroit à l'autre d'une map qui est très grande, il n'y a plus de chargement, tu n'attends plus. Tu es directement. C'est top, Et ça, je pense qu'en termes d'expérience joueur, c'est quand même assez génial.
Ça évite tout ce temps mort qu'on connaît. C'est pas dû uniquement à la Switch OLED qui est plus puissante, c'est juste dû Je aux crois jeux pas que ça vidéo. soit lié à la console elle-même, mais plutôt au développement du jeu vidéo. J'ai pas les détails pour être franc. Donc assez curieux de voir ce nouvel Ouais, opus très- auquel je vais jouer. Ouais, c'est clair, parce que c'est un jeu qui tourne sur une console qui commence à dater. Hein. Mhm. Je crois qu'elle a 6 ans, la Switch. Enfin, Au moins, ouais. une console- 2017, elle était lancée, je crois. Bah voilà, donc Ouais, 6 ans, ça commence à dater. À l'époque, c'était pas déjà un foudre de guerre. Non. Donc faire tourner un Zelda, alors qui a l'air, bon, on n'est pas au niveau d'une PlayStation 5, on n'a pas la Loin de là. résolution effectivement d'une PS5, mais à la limite, on s'en fout. Mm. Ça va au-delà de ça. Oui, hein, en là. fait, c'est la force aussi de Nintendo dans ses jeux, c'est que tu ne cherches pas le réalisme à tout prix. Tu es dans un univers Oui, oui. graphique, visuel et sensoriel, parce qu'il y a toutes les musiques, il y a les interactions avec les gens, il y a vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté poétique qui prend le dessus sur est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un humain face à moi. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce que j'aime bien. Non, je suis pressé de Très attendu. tester. Et perso, moi, c'est l'une des licences de jeux que j'ai connues dès le départ. C'est rigolo parce qu'on en parlait juste avant de préparer cette émission. Tu connais pas Zelda? Enfin, tu connais pas. Je connais, mais j'y ai jamais joué. Tu n'as jamais joué Non, à je suis Zelda. pas un gamer, je suis pas du tout dans le monde des jeux vidéo. Enfin, j'y ai jamais baigné. Je jouais à Mario Kart Double Dash sur la GameCube il y a 15 ans, mais pas plus que ça. Et t'as pas enchaîné, quoi. Non. T'as pas, Moi, je suis enchaîné dans la tech, enfin à fond, dans les vidéos, Pieds et poings liés. c'est ça, mais dans les jeux vidéo, non. Comme quoi, ce sont parfois quand même deux mondes totalement Et différents. parce que ça t'intéresse pas ou parce que t'as pas le temps? Les deux. J'essaie Ouais, parfois ça fait de beaucoup me... de paramètres alors pour pas qu'ils jouent. Ouais, non, j'essaie de me plonger parfois dans des jeux vidéo. Là, il y avait Hogwarts Legacy qui est sorti. Je suis un grand fan d'Harry Potter et j'ai essayé d'y jouer. Bon, bah, j'y joue 5 minutes, mais après, je passe à autre chose. Et, Ouais, et puis t'as pas beaucoup de temps, c'est j'imagine ça. aussi. Et après, et ça prend du temps tu vas quand pouvoir même. préférer monter des vidéos. Ah ouais, c'est ma passion, moi. J'adore. C'est ça ton jeu vidéo Et finalement. ben, bien sûr. Non, mais on plaisante, mais c'est ça. Tu Bah ouais. tu kiffes à monter tes Ah vidéos, à faire ton truc Clairement. et Bien sûr, c'est mon échappatoire de monter des vidéos, comme certains vont jouer à des jeux vidéo pour s'échapper un peu de la réalité. Voilà, donc non, j'ai jamais testé. Peut-être que je testerai. En même temps, j'ai pas de Switch, donc ça va être un peu C'est compliqué. un appel à Nintendo. Mais Équipez-le. mais ouais, toi, Ouais, tu mais bon. t'adores. T'es fan. Moi, j'ai beaucoup joué. Alors, je joue pas mal à la Switch, mais c'est vrai que ce Zelda, je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que bah, voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust, quoi, en quelque sorte. Et c'est toujours intéressant de voir comment ce jeu a évolué, parce que les histoires sont toujours un peu pareilles, quoi. Oui. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 trucs à raconter. Mais bon, voilà, ça fait partie des jeux un peu mythiques, quoi. Et alors, mon petit conseil pour finir, si vous avez envie de vous mettre aux jeux vidéo et que vous avez la curiosité, essayez It Takes Two. C'est un jeu super mignon qui se joue à deux et qui ne nécessite pas d'être expert des jeux vidéo. Et ça existe sur plein de plateformes, dont je crois la PlayStation. Ça se joue entre amis, en couple, entre tout ce qu'on veut. C'est adorable. Et ouais, ça nécessite pas d'avoir joué pendant It 10 Takes ans. Two. It Takes Two. Il faut être deux. Trop mignon. C'est vrai? Ouais. Mais tu peux jouer quoi sur mobile, sur Non, c'est que sur console, c'est que sur à ma console. connaissance, peut-être sur PC aussi. Et j'ai joué à ça avec mon frère, j'ai des amis qui jouent en couple. C'est incroyable. Et très très bien fait. Et super varié. Donc c'est aussi le jeu où tu te dis, bah, ouais, ok, maintenant que j'ai compris la mécanique, je fais tout le temps la même chose. Eh bien écoutez, voilà, on souhaite plein de bonnes choses à tous ceux qui vont jouer à ce week-end à Zelda et qui attendent ça avec impatience. Ça y est, il est sorti. Enfin, d'ailleurs, Nintendo a une petite mésaventure avec ce jeu qui a fuité avant sa sortie officielle, ce qui est un vrai drame Ouais. pour Nintendo, parce que en fait, le jeu était disponible en téléchargement pirate. Je crois qu'il y a 2 semaines en fait, ça a été terrible. Eh bien merci beaucoup messieurs. Gonzague, toujours plaisir. un plaisir de t'avoir. Bouche cousue se porte bien. Je m'occupe bien. Ta boîte. Comme JB est très occupé avec ses vidéos, le travail m'occupe bien. Voilà, et puis bah écoute JB, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu, tu le sais très bien, et on peut te retrouver dès maintenant, voilà, sur ta chaîne. Hein, Exactement. pour découvrir toutes tes vidéos. C'était un plaisir de passer cette petite heure en votre compagnie. De quoi je me mêle est terminé. On sera là, bien sûr, le week-end prochain sur BFM Business, sur YouTube, en podcast, audio, vidéo. À très très vite, à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.